Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Canal 7 et vous regardez le deuxième numéro de votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est un résumé de l'actualité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, commentaires des acteurs ou dirigeants de ces disciplines. C'est une émission que vous regarderez désormais tout le lundi à partir de 20h50 sur Canal 7, la télévision panafricaine. Tout de suite, le sommaire de ce deuxième numéro. Au sommaire de cette émission, il sera question de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Avec notre invité, nous évoquerons le parcours des équipes de la poule A lors de ces éliminatoires. Le basketball s'invite dans ce deuxième numéro avec la finale de la Coupe nationale en Centrafrique. Voilà pour le sommaire. 7 Sports, c'est maintenant. Avec moi sur ce plateau, Raphaël Nzamba. Vous êtes l'officier de l'éducation à la Confédération africaine de football. Bonjour. Bonjour. Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Bonjour Mamadou. Bonjour. Voilà. Le tirage au sort de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange qui se jouera en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015 n'a pas été clément pour les grosses écuries. Le Ghana et l'Algérie se retrouvent dans la même poule, de même que le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mamadou Niang. Avec le tirage au sort des poules effectué mercredi à Malabo, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est entrée dans sa dernière ligne droite. Plus capé des 16 sélectionneurs présents, avec 8 participations en phase finale, Claude Leroy espère que les Diables Rouges du Congo feront bonne figure. La 10e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un privilège formidable, c'est une chance inouïe et on espère être digne de cette Coupe d'Afrique des Nations, présenter un beau football de qualité, avoir un comportement exemplaire. Ça va être les deux bases sur lesquelles on va travailler. Le président de la Fédération burkinabé de football souhaite voir les étalons trouver la force mentale pour offrir le bonheur au pays des hommes intègres. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso vient de connaître une crise particulièrement aiguë et nous souhaitons que l'équipe nationale se batte pour donner des motifs de satisfaction à ce peuple qui a beaucoup souffert et nous ferons tout en tout cas pour offrir la meilleure image possible du football du Burkina Faso. Hervé Renard, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, refuse lui d'endosser le costume de favori. Que des joueurs majeurs aient arrêté, qu'il y ait eu un renouvellement un peu de cette équipe. Vu que les qualifications ont été assez compliquées, je pense qu'on ne fera pas partie des grands favoris. Il y a des équipes qui ont été beaucoup plus performantes que nous. La CAN 2015 promet de rudes batailles, des chocs palpitants et incertains sur les pelouses de Malabo, Bata, Ebebiying et Mongomo. Alors, Raphaël Nzamba, vous venez de regarder cet élément. Le tirage au sort de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2015 a été effectué. Dans le groupe A, on retrouve la Guinée équatoriale, le Gabon, le Burkina Faso et le Congo. La Zambie, la RDC, la Tunisie et le Cap-Vert sont dans le groupe B. Dans le groupe C, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et bien évidemment, dans le groupe D, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Mali. Première impression par rapport à ce tirage au sort, on peut penser réellement que ce tirage n'a pas été clément pour les grosses écuries? Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, quand on arrive à ce niveau de la compétition, toutes les écuries se valent. C'est quand même les 16 meilleures équipes du continent. Donc on ne peut pas forcément dire que certains sont favorisés et d'autres pas. Voilà. Simplement que je crois personnellement que le niveau c'est pratiquement tassé pour toutes les équipes parce que tous les meilleurs joueurs africains au jour d'aujourd'hui aspirent à aller jouer en Europe. Et dans nos pays africains actuellement, il ne reste plus que ceux qui sont entre guillemets de moindre niveau. Donc aussi bien nous, les Gabonais, nous voulons dire que nous avons actuellement des joueurs à l'extérieur comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, comme, n'est-ce pas, la Tunisie, l'Algérie. Donc, je crois que les niveaux sont pratiquement se valent et bien malin pourrait effectivement déjà présager du vainqueur de la compétition avant même de l'avoir commencé. Alors, et là, Mamadou, la poule A, on peut penser que bon, la Guinée équatoriale et le Cameroun et le Gabon se retrouvent. Il y a également le Burkina Faso qui était avec le Gabon lors des éliminatoires. Est-ce qu'on peut penser à un niveau de rencontre assez élevé au cours de cette phase de poule? Ah ouais, vous savez que les derbys sont toujours très disputés.
que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest ou bien ailleurs dans le monde, quand il y a un derby, c'est toujours incertain. La Guinée équatoriale a organisé la Coupe d'Afrique 2012 avec le Gabon. Ils ont vécu tout comme le Gabon. Et on a vu que lors de la dernière Coupe d'Afrique, personne ne donnait cher de la peau de la Guinée équatoriale. Et pourtant, à l'arrivée, ils sont qualifiés en quart de finale. Le Gabon était en quart de finale. Le Gabon a fait un bon parcours pour les éliminatoires. Le retrouvaille sera vraiment incertain et très disputé. Voilà, donc nous allons focaliser aujourd'hui sur le groupe A et bien évidemment que la semaine prochaine, au fil des semaines ou encore au fil des émissions, nous allons nous intéresser à d'autres groupes. Donc, dans le groupe A, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Burkina Faso et le Congo. Comment voyez-vous déjà la confrontation entre le Congo et la Guinée équatoriale? Parce que le Congo, ça fait plus d'une décennie que cette équipe n'a pas goûté aux joies d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Comment vous voyez le comportement du Congo dans cette poule? Je regarde simplement que c'est une poule qui peut créer d'énormes surprises. Parce que les 4 équipes que sont le Congo, le Burkina Faso, la Guinée et le Gabon sont quand même des équipes qui se connaissent assez bien. Pour avoir joué pendant ces derniers temps beaucoup de matchs. Donc vraiment, et ils ont, n'est-ce pas, la facilité, la possibilité, c'est des équipes non seulement de l'Afrique noire, mais des équipes qui effectivement ont en leur sein des gens qui jouent vraiment qui jouent au football. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des équipes qui manient le ballon pratiquement. Il y a une petite inconnue, à mon avis, c'est peut-être l'équipe de la Guinée, parce qu'on ne sait pas trop quelle formation ils vont pouvoir nous présenter, puisque c'est eux qui abritent la compétition. Auront-ils les faveurs de certaines de l'organisation? Est-ce qu'ils auront la possibilité de pouvoir trouver une équipe? Et on précise aussi que cette formation de la Guinée n'a pas vraiment participé aux éliminatoires. Oui. Elle a hérité de cette Coupe d'Afrique. Tout à fait. La question surtout est de savoir est-ce que par rapport à ce fait, c'est une équipe qui pourrait vraiment être à son meilleur niveau? C'est pourquoi je parle d'inconnu. Elle ne sera peut-être pas à son meilleur niveau, mais je suis sûr que si elle recommence le procédé qu'elle a utilisé pendant la CAN 2012, elle pourrait effectivement s'attacher des services de certains joueurs qu'on ne connaît pas et qui sont forcément de très bon niveau et peut-être même qui sont restés au pays, on ne sait pas trop. Parce que je crois que c'est des gens qui ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir mettre en place, pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Je crois que c'est vraiment l'inconnu, c'est vraiment l'équipe de la Guinée. Bon, je suis quand même sûr que jouant à domicile, motivés comme ils vont sûrement l'être, ils vont présenter beaucoup d'énormes problèmes aux autres équipes. Mais le Gabon, le Congo, le Burkina, je crois que les niveaux sont pratiquement les mêmes. Et bien maintenant, c'est celui qui sera mieux organisé, qui sera plus motivé, qui pourra peut-être arriver à être le meilleur de la poule. On va s'intéresser cette fois-ci à l'équipe du Gabon, Mamadou. C'est une formation gabonaise qu'on a vue brillante au cours des éliminatoires. Elle n'a quasiment pas perdu de rencontre. C'est une première, on va le préciser. Et elle a terminé première de son groupe devant cette équipe du Burkina Faso, vice-champion d'Afrique. Est-ce qu'on peut penser, avec l'arrivée de Costa, que le Gabon a finalement retrouvé cette vitesse de croisière, cette carburation nécessaire pour pouvoir faire mouche au cours d'une phase finale? Vous savez que la première chose importante à souligner, c'est la façon dont Georges Costa a transformé cette équipe. En un temps très court, il a réussi à mettre en place un groupe, un bloc équipe, et ensuite à s'appuyer sur les qualités du joueur gabonais. C'est la vitesse, c'est la technique, c'est la vivacité. Ensuite, c'est le collectif, c'est une équipe, c'est des joueurs qui vont de l'avant. Tout de suite, il a compris, il faut que je m'appuie sur les qualités intrinsèques du joueur gabonais pour former un bloc. Ensuite, il a eu la chance aussi de compter sur certains anciens qui ont déjà un vécu, comme Ovolo, comme Ikwele Manga, comme Pierre-Emerick, comme Lévi Madinda, en plus maintenant des autres qui arrivent, pour former une équipe qui a pu pratiquement faire un jeu, développer un jeu qui a convaincu tout le monde en un laps de temps. Donc je pense que le Gabon va s'appuyer sur son vécu de la Coupe d'Afrique, son vécu durant les éliminatoires. Je rappelle que le meilleur niveau de cette équipe en phase finale est un quart de finale. Donc c'est une équipe qui n'a jamais franchi l'étape des quarts de finale. Oui, mais cette fois-ci, pratiquement, quand j'ai discuté avec Didier Ovolo après le match contre le Lesotho, il disait que nous, notre objectif, c'est de faire mieux, d'arriver au moins en demi-finale.
Alors, on a fait les quarts coach, finales. on a vu quand même, hein, on a noté quelques trous dans cette défense gabonaise. Elle est la seule équipe quand même à avoir pris plus de 3 buts face à l'équipe de Lesotho qui n'avait pas une force de feu sur le plan offensif. Est-ce qu'on peut penser, ce but pris au Burkina Faso, on peut penser que le travail reste à faire sur le plan défensif en ce qui concerne l'équipe du Gabon? Non, je crois qu'il faut voir, il faut penser à l'état d'esprit que les garçons manifestaient au moment où ils vont jouer contre le Lesotho. Apparemment, ils savaient que le Lesotho, on allait forcément les vaincre. Et je suis sûr qu'ils sont allés négligeant un peu cet adversaire. Et effectivement, quand on regarde bien, notre axe central avait un peu péché à cause du fait qu'il y avait quand même des joueurs d'un certain niveau qui n'étaient pas ce jour-là. Je pense à Ekwele Manga, je pense aux jeunes Moussa King, qui n'étaient pas là, qui ont été remplacés par des joueurs qui ont effectivement sorti leur épingle du jeu, mais qui ne sont quand même tout de même pas du niveau des deux autres qu'on a cités. Et puis, il faut voir l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit ils vont aborder cette compétition? C'est l'état d'esprit qui va effectivement, est-ce qu'on pourra capitaliser? Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Mamadou, pour dire que c'est vrai qu'Costa est en train de marquer son empreinte. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose sur laquelle on ne parle pas suffisamment, c'est la transition. La transition qui s'est faite sans heurts, sans difficulté. Il y a certains anciens joueurs qui sont partis et qui ont été remplacés sagement, sans secousse, par des jeunes aux dents longues qui sont actuellement en train de faire les beaux pas de cette équipe. Et vous qui avez été coach auparavant, comment on se sent quand on fait un parcours aussi brillant pour une première fois? Parce que Costa, c'est pour la première fois qu'il arrive en Afrique, c'est sa première équipe, première participation, on va le dire aujourd'hui. Il a fait des éliminatoires, on va dire, sans faute. Oui. Comment on se sent quand on réussit à un tel exploit? Je ne peux pas vous dire mieux que vraiment, on ne peut pas mieux se sentir si ce n'est que vraiment d'être heureux. Heureux d'avoir pour une première fois pris une équipe africaine et puis une équipe qui était dans le creux de la vague, nous allons dire, et puis l'amener, n'est-ce pas, à pouvoir être qualifié, mais être mieux encore, sa cerise sur le gâteau, être championne de sa poule, première de sa poule. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout entraîneur aimerait vivre cette situation, vivre ces moments. Je crois vraiment qu'il est à l'aise, il est heureux dans sa peau. D'accord. On va se déplacer cette fois-ci à l'équipe du Burkina Faso, Mamadou. Une équipe du Burkina amenée par Jonathan Pitroapa, Alain Traoré et autres, qui s'est qualifiée, on va dire, in extremis, mais qui a quand même connu des défaites, surtout face au Gabon, et ce match nul concédé à Ouagadougou au match retour face à cette équipe du Panther du Gabon. Est-ce que le vice-champion d'Afrique aujourd'hui, avec cette qualification, peut vraiment prétendre jouer les premiers rôles dans cette compétition? Là, je pense que le match nul, la défaite et le match nul contre le Gabon ne vont rien changer sur les perspectives, sur le niveau, sur la qualité de cette équipe. Mais on a déploré tout de même aussi dans cette équipe des lacunes sur le plan défensif. Ah, sur le plan défensif, parce qu'également, comme également les Panthères, ils n'avaient pas toute leur défense avec eux. Ils n'avaient pas toute leur défense avec eux. Ils n'avaient pas aussi Alain Traoré au milieu du terrain, qui est le métronome de l'équipe. Mais est-ce que finalement le coach burkinabé peut se fier à Alain Traoré, qui est toujours à l'infirmerie à chaque fois, à chaque rencontre, il est toujours blessé? Est-ce que finalement l'équipe du Burkina peut vraiment s'appuyer sur lui? Je pense qu'il peut se passer d'Alain, parce que si on se rappelle bien, en 2013, quand le Burkina arrive en finale, Alain est absent des quarts de finale. Il n'a pas joué les quarts de finale, il n'a pas joué les demi, il n'a pas joué la finale, et ça n'a pas empêché le Burkina de se qualifier en finale. Ça veut dire que c'est un plus. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'équipe, mais il n'empêche que s'il n'est pas là, il y a d'autres. Par exemple, il y a son jeune frère, Bertrand Traoré, que j'ai découvert ici en junior, qui était capitaine des juniors contre les Panthéos, ici, et qui était ensuite à Chelsea, et puis qui est maintenant en Norvège, mais qui est d'un très grand niveau, qui peut le remplacer. En plus, à côté, tu as les Jakari Diakone, tu as Bakary Kone en défense, tu as aussi Jonathan Pitropa qui a terminé meilleur buteur des éliminatoires et qui ensuite a été désigné meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique. Oui, mais donc on peut conclure tout de suite que le Burkina pourrait sortir de cette poule. Ah, il pourrait sortir, il pourrait même prétendre aller jusqu'en finale, pourquoi pas? Parce qu'Alain Traoré, avant-hier dans une radio internationale, disait que notre objectif, c'est de refaire le même parcours qu'on a fait en 2013. Avant, personne ne croyait en nous, mais il a suffi qu'on fasse ce parcours que maintenant que tout le monde commence à croire au niveau et aux chances du Burkina Faso. Nous allons surfer sur notre réussite de 2013 pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. On va dire peut-être il faut mieux reculer. Il faut reculer pour mieux sauter, n'est-ce pas?
Alors on va s'intéresser cette fois-ci à l'équipe du Congo, le Congo-Brazzaville bien sûr, avec Raphaël Nzamba. Cette équipe a été absente de cette compétition pendant plus d'une décennie, donc on va dire exactement 14 ans. Elle est revenue grâce à Claude Leroy, s'il faut le dire, mais est-ce que c'est une équipe qui peut encore retrouver ses repères dans cette compétition? Oui, je crois qu'ils ont fait une longue traversée du désert. Et à côté de l'empreinte qu'est en train de mettre sur place le coach Claude Leroy, il faut aussi dire qu'il y a probablement l'organisation interne de cette fédération congolaise de football qui est, avec les moyens qu'ils mettent en place, qui permet effectivement de pouvoir faire les résultats qu'ils sont en train de faire. N'oublions pas une chose, en général, l'arrivée d'un expatrié, notamment un Européen, dans nos sélections africaines, permet, n'est-ce pas, aux fédérations, même aux ministères, aux pays, de mieux s'organiser parce qu'ils sont écoutés. C'est très important de le souligner. Ils sont très écoutés, bon, on leur met les moyens. Écoutez, l'autre, Hervé Renard en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous avez appris tout ce qu'il met. Mais ça n'empêche pas quand même certaines équipes de pouvoir faire des parcours assez, on va dire, rocambolesques. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître que l'organisation qu'ils mettent généralement en place permet effectivement que ces équipes-là fassent, n'est-ce pas, de bons résultats. Ils sont très peu qui connaissent des difficultés dans ce domaine-là. Parce que j'apprends en Côte d'Ivoire qu'Hervé Renard, il est très méticuleux. Il demande beaucoup à l'État ivoirien pour qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Donc, c'est dire que... Donc, en définitive, il faut de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Alors là, beaucoup de moyens parce qu'actuellement, vous avez affaire à des professionnels pour la majorité. 99% au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement des joueurs professionnels qui viennent jouer les cadres. Donc, ils sont déjà habitués à une certaine organisation, à une certaine manière de faire, qui fait qu'ils ne peuvent pas se départir de cette manière de faire-là parce qu'ils sont dans leur pays. Au contraire, ils estiment qu'ils sont dans des clubs en Europe. Et quand ils arrivent en équipe nationale, nécessairement, on doit les mettre dans des conditions qui leur permettent de ne pas regretter le fait qu'ils soient partis de son club pour venir en équipe nationale. On va revenir sur le Congo pour dire que cette équipe, comme je le disais tantôt, a été absente, mais vraiment pendant très longtemps. Oui, pendant très longtemps. Est-ce qu'on peut penser à cette équipe également au niveau, en ce qui concerne le second tour? Ah oui, c'est possible. C'est possible quand vous regardez un peu le parcours qu'ils ont fait dans les phases éliminatoires. Je crois qu'ils ont la possibilité d'arriver effectivement en phase dans le carré d'as, pourquoi pas. Et on pourrait certainement dire que la qualification pour le second tour, c'est déjà une victoire pour cette équipe du Congo. Ah oui, beaucoup même. Beaucoup. Moi, je voudrais un peu revenir sur le Congo, parce qu'il faut remonter à quelques années. D'abord, ils ont gagné la Coupe d'Afrique en junior au cadet. Oui. Ils ont organisé. Voilà. Et cette Coupe d'Afrique a permis de mettre en place un groupe. Ensuite, il y a les Léopards de Dolisie. Tout à fait. L'équipe congolaise qui a disputé la finale de la Coupe d'Afrique de la CAF. Oui. Et ensuite, ils ont surfait tout pour faire ça. C'est ce groupe-là qui est effectivement en train d'émerger au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc on va donc conclure en ce qui concerne cette autopsie de ce groupe A. En définitive, pour la toute dernière fois, dans ces détails, parmi ces 4 équipes, vous choisissez 2 qui seront qualifiées, vous pouvez nous dire déjà? Tout seigneur, tout honneur. Et je pense, personnellement, il va être difficile, mais je vois le Congo et le Gabon. Pour la qualification selon vous, Mamadou? Ah bon, je vois le Burkina, moi je vois le Burkina et le Gabon, mais très difficilement, limite. Parce que le Congo, c'est une grosse pointure. Et la Guinée équatoriale est chez elle aussi. C'est très important. Au sortir de ce tirage au sort, quelques entraîneurs et dirigeants des équipes de cette CAN ont donné leur avis quant à cette phase finale. Mamadou Niang. Avec le tirage au sort des poules effectué mercredi à Malabo, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est entrée dans sa dernière ligne droite. Plus capé des 16 sélectionneurs présents, avec 8 participations en phase finale, Claude Leroy espère que les Diables Rouges du Congo feront bonne figure. 10e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un privilège formidable, c'est une chance inouïe et on espère être digne de cette Coupe d'Afrique des Nations. Présenter un beau football de qualité, avoir un comportement exemplaire. Ça va être les 2 bases sur lesquelles on va travailler. Le président de la Fédération burkinabé de football souhaite voir les étalons trouver la force mentale pour offrir le bonheur au pays des hommes intègres. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso vient de connaître une crise particulièrement aiguë et nous souhaitons que l'équipe nationale se batte pour donner des motifs de satisfaction à ce peuple qui a beaucoup souffert et nous ferons tout en tout cas pour offrir la meilleure image possible du football du Burkina Faso.
Hervé Renard, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, refuse, lui, d'endosser le costume de favori. Que des joueurs majeurs aient arrêté, qu'il y ait eu un renouvellement un peu de cette équipe. Donc, vu que les qualifications ont été assez compliquées, je pense qu'on ne fera pas partie des grands favoris. Il y a des équipes qui ont été beaucoup plus performantes que nous. La CAN 2015 promet de rudes batailles, des chocs palpitants et incertains sur les pelouses de Malabo, Bata, Ebébéying et Mongomo. Avec le tirage au sort des poules effectué mercredi à Malabo, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est entrée dans sa dernière ligne droite. Plus capé des 16 sélectionneurs présents, avec 8 participations en phase finale. Alors, Raphaël Nzamba, vous venez de regarder ce reportage. Claude Leroy est intervenu. Il a parlé justement de cette équipe congolaise qui l'a qualifiée de modeste. Et également à Hervé Renard qui a signifié quelque chose de très important. Il a dit que la Côte d'Ivoire devrait au jour d'aujourd'hui s'intéresser au collectif et non se pencher beaucoup plus sur les individualités. Est-ce qu'on peut dire que c'est une Côte d'Ivoire qui va retenir la leçon et qui va l'appliquer dans cette Coupe d'Afrique? Je leur souhaite ça. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a toujours fait montre de grandeur sur le plan des individualités et que le côté collectif a toujours fait un peu défaut. Si maintenant ils peuvent inverser la donne, nous avons vu ici en 2012 quand la Zambie gagne la CAN, c'était pratiquement un collectif. C'était un collectif et je crois que le collectif devrait primer sur, n'est-ce pas, l'individualisme et c'est à ce prix-là que normalement les bonnes et grandes sélections peuvent s'en sortir. Co-organisatrice de l'édition 2012 avec le Gabon, la Guinée, pour l'édition 2015 qu'elle abrite seule, veut réussir ce pari. Regardons ce reportage de Mamadou Niang. La Guinée équatoriale qui abrite la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, 17 janvier au 8 février prochain, veut faire de l'événement une grande fête de la jeunesse africaine. Selon le président du comité d'organisation, Francisco Pascual, la Guinée équatoriale s'appuiera sur ses expériences passées pour gagner le pari d'une bonne organisation. La confiance d'une bonne organisation réussie habite aussi la population. Je crois que la Guinée équatoriale fera de même qu'elle a fait en 2012. Jusqu'en 2012, elle a gagné le pari de la sécurité, du fair play et de tout ce qu'on pensait d'elle. Même son de cloche, c'est d'autres compatriotes persuadés d'une bonne organisation. On va préparer bien pour la CAN, mais nous sommes pour la CAN là, parce que Mexique n'a pas beaucoup de temps, mais on va faire un bon CAN. Parce que la Guinée équatoriale, c'est un bon pays. Il y en a la paix ici, il y en a l'unité. La Guinée équatoriale a organisé la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football et co-organisé la CAN 2012 avec le Gabon. Il s'agira pour ses dirigeants de capitaliser toutes ces expériences pour atteindre l'objectif d'une CAN 2015 réussie. À Malabo, qui abrite le groupe D, pelouses et gradins sont prêts pour accueillir joueurs et supporters. Raphaël Nzamba, la Guinée équatoriale veut vraiment réussir ce pari. Ça va être un tout petit peu difficile quand on sait qu'elle a hérité de cette Coupe d'Afrique au dernier moment, du fait que le Maroc est refusé par crainte du virus Ebola. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire que, et aussi avec ces deux stades qui sont vraiment restreints, pas très grands, hormis ceux de Malabo et de Bata, les stades de Mongomo et de Ebébéying pourraient faire l'affaire? Oui, je crois que si la Confédération africaine de football leur a donné l'organisation de cette CAN, c'est qu'ils estiment qu'ils ont les moyens pour, sur le plan de l'organisation d'une part, mais aussi sur le plan des infrastructures. Et maintenant, à la première question que vous posez, celle de savoir s'ils sont vraiment prêts sur le plan de l'équipe même. Je crois que ça va être un peu difficile. Parce que le temps est effectivement court pour qu'ils puissent mettre une osmose qui leur permette effectivement d'avoir la grande équipe qu'ils désiraient avoir pour pouvoir jouer cette compétition. Déjà, s'ils n'ont pas pu participer, s'ils n'ont pas pu être qualifiés, c'est-à-dire que l'équipe n'était pas forcément à son point. Et non, mais je rappelle que la Guinée a été sanctionnée, autant pour moi. C'est vrai que l'équipe a été sanctionnée, et même si elle n'était pas sanctionnée, je ne sais pas trop s'ils auraient pu s'en sortir.
de toute façon, c'est bien pour eux de pouvoir participer à cette compétition en étant organisatrice. Mais je crois que ça va être difficile pour eux. Ça va être très difficile. Je crois qu'ils vont faire... Sur le plan organisationnel? Non, au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe. Voilà. Maintenant, sur le plan organisationnel? Oui, sur le plan organisationnel, je pense qu'ils ont mis tout le paquet pour pouvoir faire en sorte que les équipes qui seront là-bas se sentent à l'aise et puis, n'est-ce pas, jouent tranquillement sans pourtant avoir peur de cette épidémie qui fait ravage actuellement. Mamadou, est-ce que cette Guinée équatoriale, aujourd'hui, qui a tous les projecteurs du monde braqués sur elle, va pouvoir tenir ce pari? Parce que c'est vrai qu'elle était également candidate pour l'organisation de la CAN 2017. Et là, de manière inopinée et brusque, elle hérite de cette phase finale, c'est de 2015. Est-ce qu'on peut dire que la Guinée, matériellement, on va dire sur le plan des infrastructures, va supporter le poids de cette compétition, qui est quand même, il faut le préciser, une des plus grandes compétitions mondiales? Moi, je pense que non. Hein. Non. Quand on connaît un peu tout ce qui gravite autour de l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est pratiquement pendant 3 ans ou bien 4 ans qu'on prépare une Coupe d'Afrique. On a eu l'exemple avec la co-organisation Gabon. On a vu tout le logiciel qui est déployé sur le plan des infrastructures, des hôtels et tout. Je ne pense pas que la Guinée équatoriale puisse être prête en 2 mois. Tout ce que je demande, c'est que les gens soient tolérants. D'abord, remercier les pays pour avoir accepté de sauver la compétition et de ne pas être très exigeant pour dire qu'il faut avoir des pelouses parfaites comme en Europe, il faut avoir des hôtels 5 étoiles partout, il faut avoir un système de transport, même la communication, les journalistes peuvent avoir des problèmes parce que quand on parle de connexion et tout ça, ça se met en place pendant des mois et des mois, pendant même peut-être 1 an. Et on a vu que même les pays qui se préparent pendant 1 an ou 2 ans, souvent les journalistes ont des problèmes de connexion. À plus forte raison qu'un pays qui prépare une compétition en 2 ou bien en moins de 2 mois. Donc, ce sera très difficile. Mais comme également ils ont pris la responsabilité d'organiser, je sais que on peut penser que les stades existent déjà, les infrastructures existent. Maintenant, pour avoir une parfaite organisation, j'en doute un peu. On peut penser que la Guinée a sauvé un tout petit peu la Confédération africaine de football. Raphaël Nzamba, vous qui faites partie de ce groupe CAF, est-ce que le refus du Maroc d'abriter cette phase finale a discrédité un tout petit peu la Confédération africaine de football? Non, je pense on peut penser que la CAF n'a plus vraiment cette autorité qu'elle avait? Non, je pense que la CAF a toujours son autorité, sauf que bon, il y a peut-être des raisons que nous ignorons, hein, qui ont poussé, n'est-ce pas, le Maroc à pouvoir refuser, parce que je ne suis pas convaincu que ce soit forcément à cause de l'épidémie Ebola. Je ne pense pas. Et puis, pour revenir à la question de tout à l'heure, je pense aussi que la Guinée a continué à travailler après la CAN 2012. Hein. Ils ont continué à se développer, ils ont continué à construire des stades, ils ont continué à construire des hôtels, ils ont continué effectivement à pouvoir faire un certain nombre de choses en prévision effectivement d'autres manifestations en dehors de la CAN qu'ils vont abriter probablement. Bon, c'est vrai que comme dit M. Mamadou, la perfection n'existant pas de ce monde, nous ne pouvons pas croire que ça va être parfait. Mais je crois qu'on pourra assister à une CAN, somme toute convenable, intéressante. Voilà. Il y aura quelques manquements sûrement, mais ils l'abriteront puisqu'ils l'ont décidé, puisqu'ils l'ont voulu. Et puis bon, voilà. La Guinée équatoriale, qui abrite cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 pour des mesures de sécurité, a donc embauché ou a recruté 15 médecins cubains pour compléter le dispositif de prévention du virus Ebola mis en place. Regardez ce reportage de Mamadou Niang. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Guinée équatoriale prend toutes les dispositions pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Un comité de vigilance est à pied d'œuvre pour appliquer les dispositions de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé le vice-premier ministre équato-guinéen. La Guinée équatoriale est en train de prendre les dispositions pour que la prévention soit l'élément principal de notre combat, puisque nous n'avons connu aucun cas d'Ebola dans notre pays. Par conséquent, nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que la prévention soit l'activité forte du Comité national de vigilance en Guinée équatoriale. C'est dans cette optique que 15 médecins cubains ont été recrutés pour appuyer le travail de prévention mis en place par les autorités équato-guinéennes.
presidente de la República tuvo una visita el pasado mes de septiembre en La Habana. Le président de la République a visité la Havane en septembre dernier. Et bien qu'on ne nous avait pas promis qu'on serait les hôtes de la CAN, après avoir participé à la session annuelle des Nations Unies, son Excellence est parti à Cuba et comme le thème d'Ebola faisait la une partout, il a profité de son voyage pour embaucher 15 médecins pour travailler dans le pays dans le cadre de la prévention du syndrome Ebola. Comme on le constate, toutes les mesures préventives sont en train d'être prises par les autorités équato-guinéennes pour que le virus Ebola, cause de près de 7000 morts, ne vienne assombrir le déroulement de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, Raphaël Nzamba, sur le plan sécuritaire également, la Guinée équatoriale est en train de mettre les bouchées doubles pour empêcher ce virus d'y accéder, on va le dire. Est-ce qu'on peut penser que réellement la Guinée équatoriale a les moyens de pouvoir freiner cette épidémie? À elle seule, elle n'avait probablement pas les moyens. C'est pourquoi elle se fait renforcer par l'arrivée des médecins cubains. Et il ne faut pas oublier que toutes les équipes qui vont se retrouver là-bas auront forcément leurs staffs médicaux qui vont faire en sorte que les joueurs soient en sécurité. Je crois qu'on ne va pas déplorer de grosses difficultés à ce niveau parce que les gens prennent quand même leurs précautions. Mamadou, est-ce que la Guinée pourra freiner ce virus et qu'on pourrait penser que les gens ou encore les supporters qui effectueront le placement pour Malabo, Bata, Mongomo seront très à l'aise dans leur tête? Bon, je pense que comme ils l'ont dit dans le reportage, d'abord, ils n'ont pas attendu la Coupe d'Afrique pour se prévenir. La Guinée équatoriale a très vite mis en place un dispositif. On dit que le président de la République est allé à Cuba pour recruter des médecins cubains, oui. Bien avant qu'ils ne sachent qu'ils vont organiser la Coupe d'Afrique. Donc, ils avaient déjà pris leur disposition. Maintenant, les médecins et les autres médecins qui viennent, c'est en plus pour renforcer le dispositif. Et en plus, comme l'a dit Raphaël, les autres pays également ne viendront pas les mains vides comme ça. Tout le monde va faire la prévention. Et les craintes, en tout cas, que soulignait le Maroc, qui ont empêché le Maroc d'organiser, moi, je pense que ça va se passer comme prévu et puis il n'y aura pas d'Ebola en Guinée équatoriale. Qui sera élu meilleur joueur africain pour l'année 2014? Dans les starting blocks, 5 joueurs de niveau irréprochable. Découvrons-les avec Mamadou Niang. Les 5 nominés au titre de meilleur joueur africain de l'année 2014 sont connus. Le détenteur du trophée, l'Ivoirien Yaya Touré, les Nigérians Vincent Eliama et Ahmed Moussa, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon et Jean Asamoah du Ghana sont les 5 retenus par la Confédération africaine de football. Détenteur du trophée 3 fois consécutives, Yaya Touré pourrait devenir le premier joueur à remporter le titre 4 fois d'affilée. L'éléphant aux 100 sélections, finaliste des CAN 2006 et 2012, conduira sa troupe dans quelques semaines en Guinée équatoriale. Meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde avec 6 buts au compteur en 3 participations, le capitaine du Ghana Jean Asamoah est aussi le meilleur artificier de l'histoire de la sélection ghanéenne avec 42 réalisations en 82 matchs. 2 Supercoupes d'Allemagne au placard, 10 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2014-2015, a claqué 3 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Le capitaine des Panthères du Gabon sera sans doute l'une des grandes vedettes africaines attendues à la CAN 2015. Meilleur gardien de but africain de ces 2 dernières années, Vincent Eliama figure dans le top 10 des plus grands spécialistes en activité. Sa classe et son calme olympien ont été d'un grand apport dans les prestations du Nigeria à la CAN 2013 et au Mondial 2014. Dommage que l'élimination du Nigeria le prive d'une CAN de confirmation de son immense talent. Son compatriote Ahmed Moussa, champion d'Afrique à 21 ans, peut nourrir les mêmes regrets. Autour d'un doublé contre l'Argentine en Coupe du Monde au Brésil 2014, l'attaquant du CSKA Moscou, détenteur de la Coupe de la Russie en 2013, est une valeur sûre du football africain. Yaya Touré succédera-t-il à lui-même
Réponse le 8 janvier prochain à Lagos, au Nigeria. Alors, Raphaël Nzambazaba, qui sera élu joueur de l'année en Afrique. Pierre-Emerick Aubameyang, Gyan Asamoah, Yaya Touré, Vincent Enyama et Ahmed Moussa sont dans les starting blocks. Qui voyez-vous pour l'instant? Difficile de le dire. Premier commentaire. Difficile de dire parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte pour le choix, n'est-ce pas, du meilleur joueur. Mais je vois Aubameyang qui a fait une belle arrivée au niveau de Dortmund. Asamoah qui fait aussi de bonnes choses. Enyama qui est gardien de but. Est-ce que lui, il aura la facilité de pouvoir être, n'est-ce pas, plébiscité? Moussa et Yaya Touré, je crains que Yaya Touré ne puisse succéder à lui-même. Est-ce qu'on peut également dire que vous pensez que bon, le fait qu'Aubameyang soit dans ce dernier, on va dire carré, si c'est ce quintuplé, est-ce que cela ne peut pas être une motivation supplémentaire pour l'équipe du Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique, quand on sait qu'à son sein, il y a quand même un joueur qui prétend au titre de meilleur joueur africain? Non, je crois que c'est d'abord une motivation supplémentaire pour lui-même. Oui. Et puis si c'est une motivation pour lui-même, ça va forcément bonifier le niveau de l'équipe. Parce qu'en fait, il va être obligé de se dépenser. Surtout qu'à côté de ça, il a encore la responsabilité de le capitaine de l'équipe. Donc en fait, il doit payer de sa propre peau pour pouvoir amener l'équipe, n'est-ce pas, à une autre dimension. Et je crois personnellement que ce jeune a encore des lendemains qui chantent. Et je vois des gens comme Yaya Touré, comme Asamoah, comme Enyama, qui sont peut-être pas au crépuscule de leur carrière, mais qui vont vers la fin de leur carrière. Je ne sais pas trop quels sont les éléments, les critères que les gens de la Confédération africaine de football vont vraiment choisir pour pouvoir nominer, n'est-ce pas, le meilleur joueur. Nous étions là la semaine dernière avec Pape Diouf et justement le problème des critères était au centre de notre émission. Parce que quand on regarde bien, est-ce que dans le club ça marche bien? Est-ce que le joueur lui-même il est buteur? Est-ce que je ne sais pas, il y a beaucoup de critères qu'il faut, n'est-ce pas, recenser, qu'il faut, n'est-ce pas, maîtriser pour décerner valablement, équitablement, n'est-ce pas, cette palme-là aux joueurs. Mamadou Niang, et là, Asamoah Gyan, Yaya Touré, Vincent Enyama, c'est aussi un peu la même configuration en Europe parce qu'en ce moment, il y a Manuel Neuer qui est dans la liste de ceux-là qui prétendent avoir le Ballon d'Or. Ici en Afrique, Vincent Enyama du Nigeria est dans le lot. Est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, moi je dirais que Yaya Touré va succéder à lui-même. Il va certainement réussir l'exploit de gagner 4 fois le trophée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte son équipe, Manchester City. Il est en même temps défenseur, milieu de là, on va revenir sur les critères, Mamadou. Ah non, mais on parle de Ballon d'Or, non? D'accord, mais ce joueur, Yaya Touré, qui n'a jamais rien gagné avec la Côte d'Ivoire, comment prétend-il remporter ce titre de meilleur joueur africain? Ce titre de meilleur joueur, parce que déjà, quand on prend la liste du Ballon d'Or européen, du Ballon d'Or mondial, les 23, Yaya Touré est à la 16e position. Au niveau mondial, il n'y a pas un autre Africain. À partir de là, déjà, on a une idée. Donc vous pensez que Yaya Touré va succéder à lui-même? Personnellement, je dis que Yaya va succéder à lui-même. Pourquoi? Je peux vous expliquer pourquoi? Ou bien allez-y, très rapidement, allez-y. Quelques secondes. Donc il porte son équipe, même en équipe de Côte d'Ivoire, c'est lui pratiquement qui fait le jeu. Ensuite, il a l'avantage également d'avoir évolué, d'avoir joué la Coupe du Monde. Tout comme les autres, quoi. C'est que peut-être Pierre n'a pas eu l'avantage de jouer la Coupe du Monde. Parmi les 5, il n'y a que Pierre qui n'a pas fait une Coupe du Monde. Ça aussi, ça compte dans le palmarès. Voilà. Alors, nous allons attaquer la deuxième partie de cette émission et parler cette fois-ci de basketball. Alors, à l'orée du 54e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, la fédération de basketball de ce pays a organisé la finale de la Coupe nationale, débutée le 17 octobre dernier. Cette compétition a connu son épilogue le dimanche 30 novembre dernier. Alors, regardez. De poules était engagé dans cette compétition. Au finish, c'est le club Hit Trésor qui s'est imposé en finale devant AS Tongolo. Interrompu depuis plus d'1 an à cause de l'instabilité politique qui prévaut dans le pays depuis 2013, le sport et plus singulièrement le basketball a retrouvé la place qui était la sienne dans cette partie de l'Afrique centrale. En présence de la présidente par intérim Catherine Samba-Panza qui a donné le coup d'envoi de cette finale, les deux équipes se sont adonnées à une partie riche en spectacles dans un gymnase archi-comble.
Dans cette rencontre où l'enjeu n'était pas de gagner, mais surtout de réunir le peuple centrafricain, les organisateurs se sont dit satisfaits. Aujourd'hui, le but de jeu, c'était de regrouper, on va dire, tous les jeunes pour, unissons-nous pour la paix. Pour les deux capitaines, l'objectif reste le même. Nos intentions ce soir est vraiment encourageant pour le peuple centrafricain. Je sais que même ceux qui sont à la maison, ils sont à l'hôpital, ils sont en province, mais ici ce soir, c'est une gloire, c'est une joie pour le peuple centrafricain. Moi, je dirais qu'on a passé un très bon match. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur gagne. C'est tout. Mais l'ambiance était bien, tout le monde a bien joué. Signalons tout de même que le vainqueur de la Coupe nationale de basketball et le champion de la Ligue de la même discipline vont représenter le pays lors du championnat d'Afrique centrale des clubs champions. Alors, Raphaël, toujours vers vous que je me tourne. Cette finale de basketball en Centrafrique a quand même un autre impact, celui de pouvoir réunifier ou ramener ce peuple. C'est quelque chose de symbolique tout de même, le sport, s'il faut le préciser. Oui, le sport a des vertus, n'est-ce pas, réunificatrices. Rappelez-vous, au plus fort des difficultés que la Côte d'Ivoire avait rencontrées sur le plan politique, les joueurs ont décidé d'amener un match de football au lieu même où vraiment la tension se faisait la plus forte. Et ce jour-là, tout le monde a oublié les difficultés politiques pour seulement se concentrer simplement au football. Donc c'est vraiment un remède. C'est vraiment un remède et je vois que la Centrafrique aussi connaît quelques difficultés, mais je crois que ça fait du bien, n'est-ce pas, que cette finale se joue là, devant la présidente de la République. Nous pourrons souhaiter que ce genre de situation, ce genre de, n'est-ce pas, de baume au cœur, parce que les gens en ont besoin. Vous voyez combien de fois le sport peut rendre des services, peut faire du bien à toute une population. Voilà, nous terminons donc cette émission avec de la boxe et ce combat dans la catégorie des lourds légers entre le Français Jean-Marc Mormec et le Polonais Mateusz Mastermak. Le Français qui comptait sur une victoire pour se relancer a finalement perdu. Regardez ce reportage. Champion du monde WBA de 2002 à 2005 et WBA-WBC en 2005-2007, Mormec, qui revêt d'une 10e finale mondiale en cas de succès vendredi, avait déclaré avant ce combat des lourds légers qu'il a retiré la boxe s'il perdait. Battu 99-92, 95-95, 98-92 par le Polonais Mateusz Mastermak, Mormec n'a pas pu supporter le poids des 10 rounds face à un adversaire de 15 ans plus jeune que lui. J'ai pris des risques comme j'ai toujours fait et puis là, je pense qu'il a bien boxé. Je pense que je me suis pas mal débrouillé et puis sur la fin, c'était un peu... il a pris l'avantage. Donc après, c'est légitime, il a gagné, il faut être honnête et je pense que je l'ai dit aussi au public. Dans ce combat qui a commencé sur des chapeaux de roue, les deux boxeurs ont offert un spectacle basé sur une franche opposition, quand bien même il n'y avait aucun enjeu majeur. Le Français, qui n'avait plus boxé depuis 27 mois après sa défaite en mars 2012 face à Klitschko, a eu beaucoup de mal à se mettre en évidence dans ce combat où le Polonais, ancien champion d'Europe grâce à son job du droit, a pu le tenir à distance, ce qui lui a permis de toucher à plusieurs reprises le Français et donc de l'emporter au point. On l'a vu, je me suis quand même bien débrouillé. Peut-être après j'ai péché parce que manque de ring ou manque de combat. Jean-Marc Mormec met donc un terme à sa carrière, une carrière qu'il avait commencée en mi-lourd, une catégorie qui lui a permis d'être l'un des meilleurs lourds légers des années 2000. Avec 43 combats dont 37 victoires et 6 défaites, Mormec peut être fier d'appartenir au cercle très fermé des boxeurs mondiaux au parcours exceptionnel. Voilà, retour sur ce plateau de 7 Sports, votre émission sportive que vous regarderez désormais tous les lundis à partir de 20h50 sur Canal 7. Alors, Raphaël Nzambazamba, vous avez regardé ce reportage concernant la boxe. Mormec qui s'incline au moment où il avait envie de se relancer. Vous qui avez fait du sport, comment on se sent quand on est quasiment à la fin de sa carrière et qu'on la finisse avec une défaite comme... Non, on a toujours envie de terminer une carrière en beauté. C'est difficile de terminer une carrière comme lui l'a terminé là. Parce qu'on voudrait regarder le dernier souvenir qui nous reste souvent, c'est un peu le dernier match ou alors le dernier combat que vous avez effectivement livré.
Mais quand c'est un combat qui vous fait perdre, n'est-ce pas, la couronne, qui vous fait perdre le match, ça ne fait pas plaisir. Il avait envie de revenir, hein, parce que s'il gagnait ce combat, il aurait peut-être continué. Mais là, la défaite l'a amené tout de suite à raccrocher les gants. Mais je constate que quand même, il est resté près de 27 mois sans pourtant combattre. Ouais. Ça devient difficile à partir de ce moment de revenir sur le ring, parce que c'est quand même des sports qui nécessitent beaucoup d'activité, beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration et beaucoup de présence, même ça sur les rings. Alors, quand vous ne pouvez pas vous permettre de rester 27 mois et puis croire que vous allez revenir comme ça pour venir gagner un trophée, ce n'est pas évident. Amadou? Bon, c'est dommage que sa carrière se termine par une défaite, mais toute chose a une fin. Ouais. Bon, on lui souhaite de connaître une reconversion beaucoup plus réussie. Et surtout rapide. Voilà. Merci. Cette émission donc terminée. Merci à toute l'équipe. Merci surtout de cette confiance sans cesse renouvelée à l'égard des programmes de Canal 7. Merci Raphaël Nzambazamba. C'est moi qui vous remercie. À la semaine prochaine, même heure sur Canal 7, la télévision panafricaine.